Dans une pièce au hasard, un garçon se réveille avec l'alarme de son téléphone. En ouvrant les yeux, il est surpris. La pièce entière est peinte d'écriture rouge. Il se demande qui a bien pu écrire tout cela pendant qu'il dormait. Cependant, étrangement, les lettres commencent à disparaître. Il pense alors qu'il a dû avoir des hallucinations car il vient de se réveiller. Bizarre comme cela semblait réaliste. Mais ensuite, il regarde sur le côté et remarque que la pièce dans laquelle il se trouve n'est pas la sienne. En se levant, il se demande de quel genre d'endroit il s'agit. Les nouilles instantanées qu'il a mangées et les 2 mouchoirs qu'il a jetés par terre ne sont plus là. Évidemment, il devient confus et commence à paniquer. Il semble recevoir des souvenirs d'une autre vie, de quelqu'un qui lui est identique. De plus, tous deux sont orphelins, mais ils suivent des chemins différents. Notre protagoniste a étudié toute sa vie et est entré dans une université incroyable. Mais le gars dont il a récupéré le corps a abandonné ses études et a eu un travail horrible. En regardant sa main tremblante, il se demande s'il est dans un autre monde. Et quel était le rapport entre ces mots écrits avec du sang au plafond ? Dans les souvenirs du premier propriétaire de ce corps, il n'y a rien de cela. Il reste là, essayant de comprendre la situation lorsque quelqu'un l'appelle Marie et lui dit qu'il est l'heure du petit déjeuner. Lorsqu'il se retourne, il aperçoit une femme aux grandes courbes. Elle s'assoit sur le lit et lui dit de se lever. Il se fait tard maintenant. Le coquin pense déjà que la transmigration n'a pas été si mauvaise. Il déglutit difficilement, pensant que sans cette transmigration, il n'aurait jamais une femme aussi belle et gentille. Elle n'arrête pas de l'appeler pour prendre le petit déjeuner, il ne sait pas s'il doit l'appeler bébé, femme ou chérie. Il décide alors de fouiller dans les souvenirs pour retrouver son nom. Comme ça, ce serait plus facile. Il se met à réfléchir et ne trouve étrangement rien. Son esprit semble divisé. Pas de nom, pas d'expérience, pas de passe-temps, pas de poste favori. Il n'y a absolument rien d'elle dans sa mémoire. Il se retourne avec hésitation, réalisant qu'elle est immobile. Et il le sait déjà. Cette soi-disant épouse est étrange, et une mouche se pose sur son œil. Hésitant, il demande qui elle est. Elle reste immobile une seconde. Elle dit alors qu'il semble voir, ouvrant déjà une bouche monstrueuse, douce et froide. Le protagoniste dit qu'il est juste un peu confus et qu'il y réfléchira correctement. Mais maintenant, elle s'est déjà transformée en une créature géante, disant qu'elle peut voir. Il pleure une seconde, mais l'instant d'après, il est dévoré. Soudain, il se réveille à nouveau dans son lit, en sueur, froid et se demandant ce qui s'est passé. Il lève les yeux, certain que tout n'était qu'un rêve, seulement pour revoir les mots et le sang. Là, regardant sa propre main, il pense qu'il devra faire semblant d'être aveugle, mais en mettant la main sur sa tête, il sait que dans les souvenirs du propriétaire de ce corps, il n'était pas aveugle. Donc cela n'a aucun sens. C'était un gars qui vivait toujours seul et qui ne voyait ni n'entendait rien d'extraordinaire. Cela signifie qu'il ne peut pas faire savoir à cette femme qu'il peut la voir. Pour l'instant, il devra faire comme si elle n'existait pas. Une main franchit la porte et l'appelle, lui disant qu'il vient de se réveiller et qu'il est l'heure du petit déjeuner. De manière séduisante, elle s'approche alors qu'il pense qu'il devra l'ignorer et voir comment vivait l'ancien propriétaire. Elle met en jeu les boules de dragon et lui demande s'il est réveillé, doux et froid. Il sait qu'il ne peut ni bouger, ni voir, sinon il mourra. Mais soudain, elle tourne le cou et s'approche de lui alors qu'il insiste sur le fait qu'il ne peut montrer aucune réaction. Elle ne cesse de se rapprocher et soudain sa langue sort de sa bouche et touche son visage. Il montre une réaction et elle sait alors qu'il peut voir son visage. Il commence à être consumé par une malédiction et soudain il explose. Dans la seconde suivante, il ouvre les yeux et se relève à nouveau surpris. Mais maintenant, il est en colère contre cette foutue femme. Le pauvre gars se réveille en sueur froide et essaie de s'arrêter pour raisonner. Il commence à se demander s'il est en train d'être ressuscité ou s'il s'agit d'une boucle temporelle. Apparemment, c'est comme quand on sauve un point dans un match. Il attrape son téléphone, sachant qu'elle voulait le forcer à réagir. Il met des vidéos TikTok de e-girls dansantes pour faire semblant d'être distrait, quand une fois de plus, elle apparaît derrière lui et dit qu'il est l'heure du petit déjeuner. Elle appelle son mari et lui demande pourquoi il regarde ainsi les autres femmes devant elle. Il commence à se parler en disant qu'il aime la fille de la diffusion en direct. Pendant ce temps, sa femme lui demande s'il ne l'aime plus. Elle s'approche et dit qu'elle sait qu'il n'a pas de problème de vision. Alors pourquoi le téléphone est-il si proche ? Est-ce qu'il la voit par hasard ? Il recommence à jouer avec son téléphone, se demandant s'il ne peut même pas paraître étrange. Cependant, il se calme un peu puisqu'elle n'a pas montré de réaction. Il recommence ensuite à chercher d'autres flux en direct, mais a peur. Elle apparaît en direct sur son téléphone. Il se lève et jette le téléphone sur le lit, effrayé car il tremble un peu. Elle, derrière lui, dit qu'il peut voir. Elle ouvre sa bouche monstrueuse pour le manger, mais maintenant il essaie de lui donner un coup de poing.
Elle esquive et il ne peut plus rien faire. Elle lui mord le bras, il agonise et plonge à nouveau. Une fois de plus, elle dit qu'il est l'heure du petit déjeuner et s'approche, le surprenant. Et ainsi, il est mort 13 fois de suite en essayant de trouver un moyen de se calmer. Certaines personnes qui deviennent folles deviennent très saines d'esprit. Mais pour lui, la mort arrive toujours. Il est arrivé à 14, 15, 16. Et à chaque décès, il recevait de nouveaux souvenirs du propriétaire de ce corps. Il a commencé à comprendre un peu ce monde et à quel point il était différent du sien. C'est un endroit plein d'histoires bizarres. Au 18e décès, il se demanda pourquoi il revivait celui qui avait écrit ces mots avec du sang et pourquoi il disparaissait dès qu'il les regardait. Une fois de plus, il ouvre les yeux, se demandant qui est responsable de tout cela. Il ne sait pas de qui il s'agit, mais il sait que sa femme en fait partie. C'est un monstre. Et il commença à se répéter qu'elle devait mourir parce qu'il méritait de vivre. Une fois de plus, elle a franchi la porte en l'appelant « mon mari » et en lui disant qu'il était l'heure du petit déjeuner. Il se leva, sachant qu'à chaque fois qu'elle venait faire ça, elle ne forçait jamais le contact physique. Debout sur le seuil de la porte, elle lui a demandé s'il voulait commencer la journée en mangeant de la viande chaude et moelleuse. Il s'est approché extrêmement près, mais a traversé. Comme prévu, elle ne peut faire quelque chose que là où elle est sûre qu'il peut voir. Il voulait préparer à manger pendant qu'elle, désespérée à ses côtés, lui disait qu'elle avait déjà préparé le petit déjeuner et qu'elle était prête pour lui. Il prépara sa collation, sachant que ce n'est qu'en quittant cette pièce qu'il trouverait quelque chose sur sa femme. Lorsqu'il était allé mordre dans le snack, elle s'était transformée sur le sol, lui demandant s'il voyait quelque chose. Il se dirigea vers la porte pour l'ouvrir, sachant qu'il devait sortir de là. Elle était visible à la poignée de porte, lui demandant où il allait et pourquoi il ne resterait pas à la maison avec elle. Mais il vient d'ouvrir la porte et de quitter la pièce en se disant que personne ne le tue 18 fois et ne s'en sort sans problème. Maintenant, il veut se venger. Dès qu'il trouvera un moyen de l'éliminer, il reviendra ici. Mais dès qu'il ouvre la porte de l'appartement, il a peur. En regardant le ciel, il voit que le monde est rouge et rempli de créatures déformées. Devant lui ne se trouvent que des silhouettes de personnes. Cela l'effraie et se met à rire comme un psychopathe. « Ce monde est vraiment intéressant », dit-il. Mais il ressent quelque chose d'étrange et vomit sur le trottoir. Soudain, quelqu'un apparaît et lui demande s'il va bien. Surpris, il voit que c'est juste une petite fille qui veut savoir s'il est malade. Il lui dit qu'il va bien et qu'elle peut l'appeler « grand frère ». En lui tapotant la tête, il la trouve si mignonne qu'il adorerait avoir une fille. Mais elle se déforme instantanément, disant qu'il voit. Son cœur s'arrête et il lève les yeux. La jeune fille s'est transformée en un démon géant doté d'une lame. Notre protagoniste est à court de mots et se met alors à rire bruyamment. Une fois de plus, il se réveille au lit avec sa femme Ballon et lui demande si son mari va bien. Le soleil se lève déjà. Le pauvre pense que prendre son petit déjeuner 20 fois par jour est vraiment fatigant. Quelque temps plus tard, il est assis sur un banc de parc. Une fois de plus, la petite fille arrive et demande où est sa mère. Pourra-t-il la ramener chez lui en réfléchissant à la folie et à toutes sortes d'étrangetés qui règnent dans cet endroit? Un type est complètement étrange et irrationnel. Ils sont agressifs, mais peuvent affecter n'importe quoi, comme l'air. L'autre type concerne les créatures identiques aux humains. Ils ne font rien d'autre qu'essayer de se rapprocher de vous. Mais dès qu'ils reçoivent une réaction, ils agissent exactement comme sa femme. Il sait qu'aucune personne normale dans ce monde ne peut percevoir leur existence, mais malgré cela, il s'y accroche. Pourquoi veulent-ils ça? Ils pensent que ces créatures veulent peut-être s'intégrer à la vie humaine. Quelque temps plus tard, il tient son téléphone et reçoit un paiement pour survivre dans ce monde. Il lui faudra au moins un peu d'argent pour découvrir les choses dont il a besoin. Dans le groupe de travail, un gars nommé Wu Dai l'appelle. Le nom de notre protagoniste est Yizui Fangxiu. Il travaille dans la vente d'appartements pour une entreprise et sait qu'il n'a pas reçu la commission pour celui qu'il a vendu récemment. Il envoie donc un message disant qu'il va régler ça et il accélère sur son vélo lorsqu'il arrive. Bizarrement, il s'agit d'un hôpital et non du bâtiment de l'entreprise. L'endroit ressemble plutôt à un bâtiment abandonné. Il transpire froidement devant la porte, se demandant si c'est ici le lieu de vente. Il atteint la porte et son téléphone sonne. Il dit qu'il arrive et demande si tout le monde est au bureau. Les gens disent oui, que le fils du propriétaire a essayé de l'appeler plusieurs fois, mais il n'a pas répondu. Il trouve cela étrange, mais aussi intéressant. En marchant dans le couloir, il tombe soudainement sur quelque chose. Il sent qu'il a touché quelque chose de doux et se demande ce que c'était. Il tend calmement la main, voulant savoir si c'est la limite qu'il peut franchir. Mais ce qu'il touche, ce sont deux sphères magiques de clairvoyance qui prédisent un avenir agréable. Le coquin rougit et ressent soudain quelque chose. Une gifle lui tombe au visage. La jeune fille apparaît en criant qu'elle va se plaindre de lui.
et elle court vers le garde alors qu'il ne comprend pas ce qui se passe. Quand il lève les yeux, c'est écrit « Bailu Academy ». Mais dès qu'il cligne des yeux, l'endroit redevient un hôpital abandonné. Il tend la main vers un mur de l'hôpital, mais étrangement, sa main le traverse. Il se rend compte qu'il ne peut pas interagir avec sa forme physique et pense que c'est peut-être comme les créatures qui ont besoin de certaines conditions. Une fois de plus, il passe sa main à travers le mur, et avec ça, il le traverse. Une des portes. Il y a une forte odeur de sang. Hésitant, il va une nouvelle fois le traverser. Il se retrouve dans une pièce où il semble y avoir une fille par terre en train de pleurer. Il continue de chercher et elle commence à se lever. Elle le regarde, l'appelle grand frère. Mais maintenant, il résiste et l'ignore, passant à travers le mur. Dès qu'il ressort de l'autre côté, il fait face à une autre créature et continue de marcher. Soudain, il voit des papiers sur le sol qui parlent de l'expérience numéro 128 qui a subi une transformation. Il s'accroupit pour les ramasser, se demandant si tous les transformés sont bien humains. Mais malheureusement, il ne peut même pas tourner la page pour savoir ce qui est écrit, puisqu'il n'appartient pas à ce monde-là. Soudain, quelque chose le traverse. Il se lève et réalise qu'il s'agissait des cheveux d'un monstre au plafond. Elle descend à côté de son visage et demande pourquoi il est là. Par hasard, chercherait-il à explorer les mystères de la vie avec elle? Il l'ignore, pensant que le meilleur endroit où aller est peut-être le bureau du directeur. Alors qu'il marche dans le couloir, quelqu'un appelle Frère Sou et lui demande ce qu'il fait là. Soudain, un gars potelé apparaît, lui crie dessus, lui demande comment il ose venir travailler s'il a déjà été licencié. Mais Fang Xu marche dans le couloir et pousse les deux sur le côté, pensant qu'il n'y a rien à cet étage. Le gars à lunettes a l'air confus et le patron l'insulte, lui demande pourquoi il va au deuxième étage, disant au gars à lunettes de l'arrêter. Mais notre protagoniste s'y promène déjà et trouve enfin le bureau du directeur. Quelqu'un lui crie d'arrêter, mais il a déjà la main sur la poignée de porte. Les amis derrière lui paniquent et disent Gonsis que c'est fini. Mais rien qu'en voyant la jambe, vous savez déjà ce qui s'en vient. Regardez le tour de taille. Regardez la petite bouche. En fait, le collègue était déjà écrasé. Les gens demandent qui est le protagoniste et ce qu'il fait là. Et soudain, il lui attrape le bras. Elle lui dit de lâcher prise et lui demande ce qu'il fait. Mais il la met simplement de côté, disant qu'elle est trop bruyante. Elle tombe. Et le gars va l'aider sans rien faire pendant qu'il trouve un papier sur le bureau. Et comme il s'y attendait, il y a une sorte de grand secret dans cet hôpital psychiatrique. Le message dit que s'il veut recevoir le cadeau du destin et découvrir les secrets de ce monde, il doit se rendre dans la chambre 520. Il se demande si cette lettre était pour lui. Il utilise le téléphone pour éclairer le deuxième étage et se rend compte qu'il n'est plus à l'hôpital psychiatrique mais dans l'ancienne entreprise. Le gars qui s'amuse demande son téléphone au potelé, qui dit qu'il n'a pas non plus de signal. Il lui dit de ne pas s'inquiéter car, avec son statut, il peut accéder à plus de choses qu'il ne l'imagine. Mais s'il n'a pas tort, tout cela indique qu'ils sont entrés dans un monde étrange. Tout un lieu qui était autrefois une réalité normale semble désormais souffrir d'anomalies. Les gens qui travaillaient s'inquiètent toujours de ne pas pouvoir fournir le service. L'un des gardiens du bâtiment demande si tout va bien et dit qu'il va jeter un œil pour voir ce qui s'est passé. Une des filles s'accroupit pour prendre son téléphone et allume la lampe de poche, mais dit qu'elle est trop faible. Le protagoniste est là aussi. Il allume sa lumière et demande au gars à lunettes pourquoi sa lumière est également si faible. Les gens interrogent le blond sur ce qu'il a dit à propos de leur entrée dans un monde étrange, quand soudain il s'emporte et dit à tout le monde de se taire, disant qu'ils doivent rester calmes parce que c'est la seule façon de survivre. Les gens se taisent, voyant qu'il a été stressé de nulle part. Le gars explique que, en termes simples, ils sont entrés dans un monde plein de fantômes. Fondamentalement, c'est une dimension alternative où vivent les fantômes. Les gens restent silencieux une seconde et posent des questions sur le gardien qui est allé vérifier la lumière. Cela fait 3 minutes et il n'est pas revenu. Tang prévient une fois de plus que dans ce monde, vous ne pouvez violer aucune règle relative aux fantômes, sinon vous mourrez. Le gros gars, tremblant, demande ce qu'ils vont faire maintenant. Tang répond qu'ils doivent trouver de toute urgence un moyen de s'échapper de là, sinon tout le monde à cet endroit mourra. Le protagoniste transpire froidement et entend un bruit derrière lui. D'après la sensation familière, il sait que c'est un fantôme qui approche. Yu prévient tout le monde qu'on est sur le point d'arriver. Les gens lui disent d'arrêter de plaisanter parce qu'il n'y a pas de fantôme là-bas. Mais l'une des filles se fait attraper par les cheveux pendant que Fang Xu regarde. Les gens crient jusqu'à ce qu'ils disent que Shaol est déjà parti. Yu Tang dit qu'il ne semble pas avoir peur du tout. Pourrait-il être un maître spirituel? Confus, il demande ce que c'est. Le gars trouve étrange que Fang Jixiu ne sache pas ce qu'est un maître spirituel, mais soit si calme. Son identité est remise en question. Le gars explique qu'un maître spirituel est quelqu'un qui peut contrôler son énergie spirituelle.
Et dans des moments comme ceux-ci, ils sont nécessaires. Fang Zhuxu demande si le maître spirituel est quelqu'un qui l'a appris dans le domaine de l'étrange. Si tel est le cas, il veut savoir comment procéder. Une fois de plus, Tang remarque qu'il est très calme et confiant. Alors peut-être qu'il est la clé pour s'en sortir. Puis il explique que pour sortir de ce monde, il faut rassembler le pouvoir des fantômes. Vous devez remplir 2 conditions simultanément. La première consiste à traverser la peur entre la vie et la mort, en simulant un traumatisme émotionnel. La seconde est d'entrer en contact avec le fantôme pour laisser son pouvoir envahir votre âme. Mais vous devez être prudent puisque le pouvoir fantomatique est comme un vêtement ensanglanté. Même si cela recouvre votre corps, cela tache également votre âme. En entendant ces mots, Fang Zhuxu réfléchit, surtout parce qu'il sait qu'après plusieurs décès, il évite tout contact avec le fantôme pour éviter de mourir des suites de sa femme. Pour toutes les créatures de la rue, ce ne sont que de simples illusions tant qu'il n'interagit pas avec elles. Cependant, lorsqu'un fantôme entre dans la réalité, il peut tuer sans être vu. Alors peut-être que s'il parvient à les contacter, il pourra les éliminer. Fang Zhu se demande si c'est une bonne chose. En se souvenant de sa femme, il se dit fou de devenir un maître spirituel et d'en finir avec elle, quand soudain une autre personne de cet endroit disparaît. Il commence à partir et les gars lui demandent où il va, s'il essaie de se faire tuer. Fang Zhuxu dit qu'il ferait mieux de commencer à chercher une solution, sinon tout le monde mourra dans cette pièce. Soudain, Tang le montre du doigt et lui dit de rester immobile car personne ne quitte cette pièce. Mais le protagoniste l'ignore et dit que, étant donné qu'ils sont 8, dans 20 minutes, il n'y aura plus personne. Fang Zhuxu regarde en arrière et prévient que quiconque tentera de l'arrêter mourra avant les fantômes. En parcourant les couloirs, l'ami à lunettes demande pourquoi il ne trouve jamais les escaliers, tandis que Fang Zhu reconnaît les lumières comme étant les mêmes que celles de l'hôpital. Soudain, il se rend compte qu'ils sont de retour à l'hôpital. Un ami lui demande s'il a des hallucinations car, d'après ses souvenirs, il était dans l'entreprise. Pourquoi sont-ils à l'hôpital de l'horreur maintenant? Fang Zhuxu est désormais sûr que l'entreprise et l'hôpital se chevauchent dans cette réalité. L'hôpital a englouti l'entreprise. À ce moment, ils voient une mare rouge. Tout le couloir est sale et ils reconnaissent les uniformes comme étant ceux de l'entreprise. Fang Zhuxu conclut que les fantômes prennent 2 minutes avec les femmes et 3 minutes avec les hommes, car c'est le temps qu'il faut pour manger chaque type de personne. Il dit qu'ils ont encore du temps. Et le gars à lunettes dit qu'il semble qu'ils mangent encore. Shaolin, le protagoniste, trouve cela étrange, car à l'hôpital tout le monde était coincé. Et la première fois qu'il est passé par ici, il n'y avait pas tout ce sang dans les couloirs. Les coupures sur les vêtements prouvent qu'ils utilisent une lame tranchante. Et il n'en a trouvé qu'une seule comme celle-là. Quelque chose sort du plafond, et il se souvient que le seul qui bouge librement est le médecin fantôme qu'il a vu juste au-dessus de lui, à ce moment-là. Ils entendent des sons venant de cette direction, et quand ils regardent, c'est le groupe qui était dans la pièce qui vient demander ce qu'ils vont faire. Ils se sentent un peu gênés, et le type potelé leur demande s'ils ont trouvé quelque chose en venant là-bas en premier. Après un moment de silence, il annonce que le moment est venu. Fifi demande de quel genre d'heure ils parlent et derrière eux, Har descend. En entendant les sons, ils se retournent lentement et depuis le plafond, le docteur fantôme s'approche. La deuxième Fifi prend peur. La créature se rapproche d'eux. Tout le monde essaie de courir, disant désespérément au monstre de s'enfuir. Mais quelque chose s'arrête. C'est Tang. C'est Fei Fei qui est tombée et qui supplie d'être sauvée. Mais voyant le monstre approcher, il gifle la jeune fille en lui disant de le lâcher. En voyant tout le monde fuir, Fang Zhu se souvient du moment où il a vu le médecin. Sur le terrain, Fifi supplie de ne pas se laisser abandonner. Mais la créature la tient déjà par les cheveux, les larmes aux yeux. Fifi a supplié, mais les lumières se sont éteintes et il a plus du sang à cet endroit. L'ami à lunettes a été choqué de voir que Fifi était morte et le monstre ne s'est pas arrêté et a continué à la frapper à plusieurs reprises. Fang Zhu a remarqué que ses techniques de scalpel étaient extrêmement avancées. Elle a donc probablement beaucoup pratiqué. Lui et son ami se tenaient manque-là, mais la créature ne semblait pas y prêter attention. Réaliser 2 interventions chirurgicales en même temps serait presque impossible. Le monstre range le scalpel et ouvre la bouche pour manger Fei Fei. Fang Zhu comprend que l'instinct de manger des humains est simplement dû au fait qu'elle s'est transformée en fantôme. Il commence à s'approcher et son ami lui demande ce qu'il fait à côté du monstre. Sans crainte, Fang Zhu la frappe au visage mais est surpris. Sa peau est aussi dure que l'acier. Il se souvient que toutes les créatures qu'il a rencontrées sont extrêmement puissantes par rapport aux humains. Le seul moyen est de devenir un maître spirituel pour changer cette situation. Son ami l'appelle et lui dit qu'ils doivent s'enfuir. Mais Fang Zhu dit que ça va, parce que cette créature ne tue qu'une seule personne à la fois. Cela signifie que lorsqu'elle mange, c'est le moment le plus sûr de tous. Son ami dit que le monstre va bientôt finir.
Mais Fang Xiu dit que Fifi avait un morceau de chair rond supplémentaire, ce qui rendra le processus un peu plus long. Son ami, en entendant cela, vomit tandis que Fang Xiu se souvient qu'il doit absorber l'énergie maudite des créatures. Et dans une dimension comme celle-ci, c'est près des fantômes que se trouve le pouvoir le plus concentré. Le contact physique serait le meilleur moyen. Voyant les cuisses du fantôme, il les tapote pour voir s'il est infecté en les tapotant. Son ami dit que rien n'a changé et Fang Xiu dit qu'ils continueront. Son ami dit qu'il n'aurait jamais pensé que le premier contact se ferait avec un fantôme, mais ses jambes sont vraiment trop longues. Le protagoniste commence à penser que ce type a un potentiel caché avant de mourir de peur. Mais maintenant, il bave. Il annonce qu'1 minute s'est écoulée. Ils la dérangeront pendant encore 30 secondes, puis courront immédiatement. Dès qu'il est 13h30 au téléphone, il se lève en disant qu'il est temps de fuir. Son ami demande s'ils peuvent vraiment s'échapper. Et où il va. Fang Xiu est sur l'endroit où il va car il a très bien observé l'hôpital lorsqu'il se promenait. Et ils utiliseront l'avantage du terrain pour créer une distance avec le médecin. Mais Air apparaît devant lui. Il se demande s'il a mal calculé et comment elle a fini de manger si vite. La quantité de chair que possédait Fifi était suffisante. Puis il remarque 2 implants en silicone au sol. Tout était faux et maintenant le fantôme est derrière lui. Xiu se fait couper le cou. Sur ce, le cri du garçon s'assombrit. Après que sa tête ait roulé dans les airs, il rouvre les yeux. Mais maintenant, il est de retour. Le moment avec ce monstre, juste au moment où son ami disait qu'il faisait très froid. Fang Xiu conclut que les boucles temporelles sont définies par les événements. Ou peut-être que c'est comme un jeu dans lequel vous devez passer un niveau et une partie est sauvegardée. Son ami s'amuse, mais il sait que la dernière fois, il est mort à cause du silicone. Cette fois, il ne peut donc pas commettre la même erreur. La foule désespérée se met à courir plus vite qu'eux. Mais Fang Xiu attrape la rampe et se jette devant tout le monde. Le gars potelé dit qu'il pensait que c'était le fantôme et lui dit de ne pas leur faire peur comme ça. Le gars aux lunettes veut savoir pourquoi tout le monde fuyait si lentement. Le gars a dit qu'ils n'étaient pas lents puisqu'ils avaient déjà descendu 20 étages. Mais Zhao Hao a dit que c'était impossible puisque lui et Fang Xiu n'en sont descendus que 3 pour les rattraper. Les gens lui disent de se taire et d'arrêter de mentir. Mais Fang Xiu comprend que le fantôme crée de faux chemins. Il déplore que des monstres comme celui-ci puissent créer des illusions dans lesquelles vous vous retrouvez piégé. Fang Xiu devient pensif et observe la discussion. Fang Xiu observe les regards. Il se souvient que les sorties de ces couloirs se trouvaient du côté droit, donc ça devait être quelque chose de similaire. Voyant cela, Tang demande ce qu'il va refaire. Il dit qu'il ne se soucie pas de prier et qu'il est plus intéressé à trouver des indices pour s'échapper de là. Hao était impressionné par le fait que Fang Xiu était toujours très calme, tandis que Tang pensait qu'il n'avait pas hésité une seule seconde lorsque le monstre est apparu. Ce qui est étrange, c'est que maintenant ils se sont enfuis dans les escaliers et ont retrouvé les deux. Sans compter que tous deux passèrent au moins 1 minute avec le monstre dans le couloir. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Pour une raison quelconque, le psychopathe conclut qu'il devrait profiter du fantôme. Cela a beaucoup de sens, mais évidemment, il pense que ce n'est pas possible. Dieu merci. Fang Xiu touchait un mur et Hao a demandé ce qu'il faisait. Il comptait entre 10, 12 et 15 puis s'est arrêté. Il a dit qu'il l'avait trouvé. L'ami a été impressionné par le fait qu'il y avait effectivement une porte. Et Tang est apparu, lui demandant s'il l'avait vraiment trouvé, et est venu en courant. Le problème était de savoir comment l'ouvrir. Il imagina où devait se trouver la serrure et déplaça sa main dans le vide qui ouvrait la porte d'où sortait une énergie. Fang Xiu était sur le point d'être le premier à entrer, mais Tang l'a heurté et s'est enfui en disant qu'ils avaient finalement été sauvés. Tout le monde passait à côté de lui, essayant désespérément de s'échapper. Hao a demandé pourquoi il laissait tout le monde avancer et pourquoi il était si calme. Fang Xiu savait très bien que face à cette créature, il n'y avait aucune raison d'essayer d'être rapide. Lorsqu'un gars potelé au gros nez est apparu, disant aux 2 hommes de courir sinon ils seraient utilisés comme boucliers pour mourir, le plan de Fang Xiu était évidemment de voir qui se ferait prendre. De cette façon, le fantôme s'arrêterait et il pourrait augmenter son pouvoir spirituel. Les gens continuèrent devant, fuyant désespérément, jusqu'à ce qu'ils soient soudainement obligés de choisir entre 2 directions. Tang a de nouveau demandé à Fang Xiu ce qu'il devait en faire. Le groupe n'arrêtait pas de crier, lui disant de parler rapidement car le fantôme approchait. Fang Xiu a juste dit qu'il s'en fichait, pensant que pour lui, tout le monde n'était qu'un outil. À ce moment-là, le docteur fantôme était invincible et ce qu'il devait faire était de gagner du temps. En empruntant le bon chemin, il pense que pour s'en sortir, il devra sacrifier des vies. Dès que le groupe le voit emprunter ce chemin, ils se mettent à courir et une main se fait entendre venant de derrière. Le gars potelé est le dernier et Fang Xiu sait très bien qu'elle est bientôt arrivée au plafond. Elle se prépare à l'attaquer.
Alors qu'elle voit tout le monde fuir, elle s'approche du dernier. Alors que le lièvre se rapproche, le gros gars panique en disant qu'il ne peut pas mourir. En voyant un gars devant, il pense qu'il ne lui a pas donné la permission de courir plus vite. Alors, il l'attrape par le col et le rejette. Le blond tombe à terre en interpellant le type potelé. Mais quelque chose lui a déjà tranché le cou et les murs sont peints de sang. En voyant comment le gaz a fait cela, Fang Xu pense qu'il n'est pas différent d'un fantôme qui a perdu la raison. Mais maintenant, il doit accroître sa spiritualité. Le groupe demande ce qu'il va faire et le voilà à nouveau face au fantôme. L'ami malade s'approche en disant qu'il ne peut pas s'amuser sans l'inviter. Quelque temps plus tard, il s'enfuit à nouveau et Fang Xu demande s'il n'a pas peur de mourir. Hao dit qu'attendre la mort est pire que d'être tué directement. En plus, il lui fait confiance parce qu'il est là. À ce moment-là, ils arrivent à la cafétéria. Tout le monde meurt de faim et de soif. Comme il court depuis longtemps, Tang commence à tout récupérer, disant qu'il le distribuera aux autres. Plus tard, le gars potelé s'approche, demandant à partager un peu, quand soudain, une fille lui dit qu'elle a trouvé quelque chose et il lui dit de ne pas bouger. C'est une porte, et il s'approche en disant qu'ils sont sauvés. Mais dès qu'il l'ouvre, il y a une autre porte au bout du couloir. Fang Xu remarque que la lumière y est plus faible qu'auparavant. Alors qu'il s'approche de la porte, Fang Xu dit qu'elle n'est pas verrouillée. Lorsqu'il l'ouvre, il découvre que ce n'est qu'une buanderie. C'était la fin du chemin qu'ils avaient choisi. Le problème maintenant, c'est que pour rentrer, ils devront attendre que quelqu'un meure et distraire les médecins. Tang a dit essayer de calmer tout le monde. Leur disant qu'ils devraient se concentrer car la survie était la priorité. Il a observé que la créature attaque une personne à la fois et se repose pendant 2 à 3 minutes. Le choix est maintenant de choisir quelqu'un qui servira de distraction et créera une opportunité pour tout le monde de s'échapper. Fang Xu a immédiatement compris ce qui allait se passer. Tang est venu et l'a frappé à la poitrine, disant que sans lui, personne ne serait là. Ainsi, Fang Xu devrait être celui choisi pour payer pour leurs péchés. Hao a demandé ce qu'il faisait, et Tang a crié à tout le monde de l'aider. Mais Fang Xu est intervenu et a étranglé Tang. Alors qu'il était éloigné, il a appelé le gars potelé pour l'aider. Le type potelé a attrapé Hao et, alors qu'il le secouait, tous deux sont tombés au sol. Soudain, la porte se referma. Fang Xu s'était isolé dehors. Le groupe lui a demandé ce qu'il faisait. Fang Xu a déclaré qu'il n'aurait jamais imaginé qu'il s'intéresserait autant aux gens. Apparemment, ils sont plus étranges que les fantômes. Il les a remerciés pour leur intérêt, mais a prévenu qu'il ferait payer tout le monde la prochaine fois. Et sur ce, il mourut encore. Alors que son corps tombait au sol, le groupe a ouvert la porte pour s'enfuir. Hao, les larmes aux yeux, est allé aider Fang Xu. Alors que Tang se retournait en souriant, il vit quelque chose de terrifiant. Même mort, Fang Xu souriait et lui disait d'attendre encore un peu. De retour sur le moment, il a prévenu que c'était du silicone. Il sortit en courant, mais cette fois en souriant d'une manière macabre. Le groupe descendait les escaliers, en courant, essayant de s'échapper, pensant que le fantôme arrivait. Fang Xu tomba devant eux, ignorant tout le monde. Il s'est mis à courir lorsqu'on lui a demandé ce qu'il faisait. Pendant qu'il descendait les marches en comptant, le groupe était à nouveau confronté au problème de la marche en rond. Il atteignit la porte et l'ouvrit sans crainte. Personne n'a compris comment il l'avait trouvé si rapidement. Quand Tang était sur le point de demander ce que c'était, Fang Xu tomba et gémit. Le pauvre gars gémit et tomba au sol de douleur. Fang Xu a dit qu'il devrait utiliser les 5 millions pour soigner ce Tang angoissant, qui a dit qu'il pourrait payer encore plus si seulement il l'avait demandé. Mais maintenant, le protagoniste avait froid. Le reste du groupe a commencé à le maudire, lui demandant comment il pouvait être si cruel. Fang Xu a averti qu'il était impossible d'échapper à la vitesse du fantôme, mais avec Tang au sol, tout le monde a été sauvé. Le groupe était confus par cette idée d'être sauvé jusqu'à ce que soudain un autre coup de pied atterrisse, et maintenant le gars potelé se tordait sur le sol. Fang Xu a dit qu'il aurait dû mourir il y a longtemps. Le docteur fantôme s'approcha à nouveau. Dès que le groupe l'a vu, ils ont repris la fuite. Mais ils s'arrêtèrent juste derrière le mur pour observer ce qui allait se passer. Pendant que le protagoniste regardait le monstre s'approcher au sol, Tang a supplié d'être sauvé mais s'est vite rendu compte que son pantalon était mouillé. Le coup de pied de Fang Xu avait provoqué une hémorragie interne et il a sauté pour attraper les jambes de Tang, disant qu'ils mourraient ensemble. Mais Fang Xu lui a simplement marché sur la main et lui a dit de ne pas s'inquiéter. Il resterait là, juste à côté de lui, à le regarder mourir. Le monstre a attrapé le cou de Tang et avec ça, le gaz est parti. Du sang couvrait le visage de Fang Xu, qu'il léchait même. Le gars était vraiment fou. Il a même dit que le goût de la vengeance n'était pas si mauvais. Mais à ce moment-là, il sentit quelque chose dans son cœur et se demanda comment sa poitrine pouvait battre si vite. Soudain, il entendit la voix de sa femme l'appeler et pensa que ce serait incroyable de la voir se déchirer comme ce type.
Il commença à faire des avances vers les fantômes et le groupe, se demandant si c'était vraiment son plan. Il regarda Hao et se souvint qu'au moment de sa mort, le type l'avait appelé. Sur ce, il a invité son ami à se joindre à lui. Mais Hao ne semblait pas très enthousiaste, et tout le monde le traitait de fantôme. À ce moment-là, Fang Xi réalisa qu'être mort ces 20 fois et avoir vécu tant de folie l'empêchait d'avoir des fluctuations émotionnelles. Pendant qu'il s'amusait, Hao a demandé pourquoi il avait attaqué ces deux-là. Fang Zhu a déclaré que, compte tenu de la vitesse des fantômes, il était impossible de s'échapper. Et dès qu'elle les rattrapait, ces deux-là, ayant des positions plus élevées, écartèrent les autres. Soudain, il ressentit quelque chose et demanda à Hao s'il sentait une froideur s'approcher de son corps. Hao a dit non, il était normal. Même si Fang Xi réalisait que ce n'était pas une illusion, ce qu'il ressentait était une influence du pouvoir des fantômes. Il remarqua que la connexion était très faible, mais elle semblait atteindre un point critique. C'était peut-être le précurseur de l'acquisition de pouvoirs spirituels. Mais maintenant, Hao semblait motivé, désireux de retrouver cette région froide. Soudain, il les avertit qu'ils devaient s'enfuir. Cependant, Fang Zhu a déclaré qu'il n'y avait aucun problème puisque le gars potelé gisait à proximité. Le garçon sourit, disant que c'était une très bonne nouvelle. Mais il a demandé ce que ça faisait d'éveiller la spiritualité puisqu'il ne ressentait rien. En la voyant lécher le visage du gros gars, il a dit que c'était une bonne chose car cela prendrait environ 5 minutes. Il devrait utiliser ce temps pour absorber le plus possible. Et avec cela, l'énergie froide a commencé à envahir le corps de Fang. Il a commencé à essayer de percevoir où cela allait et a vite senti que cela semblait aller vers son cerveau et son cœur. Il se transformait désormais en bloc de glace. Une lame froide traversa tout son corps et, après avoir été brisé, une lumière apparut dans sa poitrine. Un flash qui se concentra et se transforma en une sphère rouge. Dès que Feng Ji a repris conscience, il a réalisé que ses 5 sens avaient été aiguisés. Même sa vitesse de réflexion et son contrôle sur son corps s'étaient améliorés. L'enchaînement des morts lui donnait le plus grand désir de revenir à cette sensation. Qu'il s'agisse d'émotions négatives, de distorsions mentales ou de douleurs, il pouvait faire vivre tout cela à ses ennemis de nulle part. Il a souri et a commencé à rire, disant que maintenant il était incroyable avec cette capacité. Le voyant devenir fou, Hao a demandé si cela avait fonctionné, tandis que Fang Xu a conclu qu'il avait reçu la meilleure capacité possible pour lui. Mais Fang Xu lui a juste dit de se retirer car il allait immédiatement tester son pouvoir. Hao recula, disant que cela semblait avoir fonctionné et que c'était très bien. Il s'approcha ensuite du docteur fantôme, concentrant le pouvoir dans sa main. Il savait qu'il contenait tout ce qu'il avait vécu à cette époque. Il savait que plus il mourrait, plus il accumulerait de douleurs et plus il deviendrait fort. Tant qu'il continuait à être réanimé, il pouvait se renforcer à l'infini. Il a frappé le fantôme au visage, disant qu'il voulait qu'elle fasse l'expérience de ce chef-d'œuvre. Mais Fang Xu s'est immédiatement rendu compte que son coup de poing était médiocre et que le peu de spiritualité qu'il avait était maintenant épuisé. Il pensait que mettre cette énergie dans les armes serait peut-être la meilleure solution. Et en parlant d'armes, il y en avait une sur le terrain qu'il pouvait utiliser. Il s'accroupit pour le ramasser, mais ressentit bientôt une énergie. Cette lame semblait impossible à soulever et sa puissance attaqua immédiatement le cœur de Fang. Il pouvait voir toutes les fois où cette arme avait été utilisée, la quantité infinie de douleur qu'elle avait absorbée. Mais avec tant de ressentiment, il se demandait s'il pouvait l'utiliser pour mettre fin au docteur. Il a dit à Hao de se retirer. Dès qu'il l'a fait, il a attaqué le médecin directement sur la nuque, mais cela n'a eu aucun effet. Hao a tiré sur sa chemise et a dit qu'elle ne laissait même pas une égratignure. Comment allait-il la tuer comme ça ? L'ami n'arrêtait pas de lui tapoter le dos, et Feng Shu en concluait que sans pouvoir spirituel, cela ne fonctionnerait pas. À ce moment-là, il réalisa que la vengeance n'était pas possible pour le moment. Elle se levait et il conduisait. Comment ? Il a dit qu'il était temps de courir. Dès que le monstre s'est levé, elle s'est demandé où était le ballon d'éclaireur. En marchant avec Hao, il sentit la présence de quelqu'un. Grâce à ses sens aiguisés, il pouvait percevoir la présence des autres. Hao a demandé où ils allaient. Lorsque les deux qui se cachèrent sont apparus, Hao les a traités de lâches pour s'être enfuis et revenir maintenant demander de l'aide. Mais Fang Zhu a déclaré qu'il n'y avait qu'une seule solution. Ils devraient franchir chacune des 4 portes. Fang Zhu s'est rendu compte qu'en volant le scalpel, le comportement du fantôme changerait. Il a ouvert la porte et a dit à tout le monde de courir. Ils commencèrent à monter les escaliers en désespoir de cause. Dès qu'ils ont fermé la porte, celle-ci a été détruite par derrière et le fantôme a commencé à remonter le couloir. Avec un visage macabre, elle lui dit de le rendre. Elle a ignoré tout le monde dans les escaliers et s'est retrouvée face à face avec Fang, lui disant de lui remettre le scalpel. Fang Zhu a réussi à se défendre lorsqu'elle a attaqué, mais elle a ensuite ouvert la bouche et s'est attaquée à son cou.
à la porte et ils moururent. Ils sont allés dans une autre pièce. Cette fois, il a fini par colorier le gars potelé à un autre endroit. Une fois de plus, il a volé le scalpel et s'est dirigé dans une autre direction. Souriant, il essaya la dernière porte. Il ne voulait pas accepter qu'en volant le scalpel, il mourrait toujours. Même si elle était extrêmement rapide, il avait quand même la possibilité de se relancer pour changer de trajectoire à chaque fois. D'une certaine manière, c'était comme s'il pouvait prévoir l'avenir. Il savait qu'il y avait un passage sûr vers la gauche. Mais quelque chose lui vint au cou et encore une fois, il mourut. C'était déjà la dernière fois, et maintenant, il était sûr de pouvoir le faire. Il a guidé tout le monde dans la même direction. Le fantôme apparut derrière tout le monde et s'approcha de lui. Elle se dirigeait à nouveau droit vers Fang. À ce moment-là, Hao s'est retourné et lui a dit de faire attention. Juste au moment où elle était sur le point de lui porter un coup au visage, il a réussi à l'esquiver, la faisant rater, et s'est retrouvé face à face avec le médecin. Elle était confuse quant à la façon dont il avait esquivé, et Hao trouvait impossible qu'il ait fait cela. Souriant comme un fou, Fangju s'est enfui. Le fantôme devenait déjà fou, lui disant déjà de mourir. Le groupe ne pouvait pas croire qu'il lui échappait, alors que Hao pensait que c'était le pouvoir d'un maître spirituel. Courant vers la porte, il aperçut à nouveau la sortie, confiant qu'ils allaient maintenant s'échapper. Mais étrangement, le fantôme s'arrêta devant lui. Il était confus, et elle lui a dit de ne pas y aller en tremblant. Fangju trouvait cela étrange parce qu'elle semblait effrayée. Sur ce, elle s'enfuit, lançant une attaque précise sur le pauvre Hao. Le pauvre gars recula en titubant, se demandant ce que c'était que cette chose froide. Il a couru vers Fangju et lui a demandé ce qui s'était passé. Il a dit que tout était normal et que, selon la logique, c'était le chemin de la survie. Mais il s'est rendu compte que même le médecin s'était enfui en voyant cet endroit. Cela signifiait que ce n'était peut-être pas la sortie, mais plutôt quelque chose de si terrifiant que même elle avait peur. Il savait que c'était la bouche d'un abîme. Après avoir réfléchi un peu, il eut une idée et dit à tout le monde de se lever. L'obscurité avait englouti le chemin d'où il venait. La seule option était donc d'avancer. Il a continué à avancer et à avancer. Il semblait que la notion même de temps avait été consommée. C'était comme si le chemin n'avait pas de fin. Après avoir marché pendant ce qui lui parut une éternité, il ouvrit les yeux et se retrouva devant l'entrée de l'académie, se demandant s'il s'était réellement échappé. Tout le monde est passé en courant, célébrant le fait qu'il s'était enfin échappé. Le gars voulait sortir de là le plus vite possible. Hao a appelé Fang, lui disant de courir aussi. Mais Feng Xiu savait que quelque chose était étrange. Lorsqu'il se retourna, il se souvint que la seule chose visible était l'école et que l'hôpital avait disparu. Hao a dit qu'il voulait juste rentrer chez lui et se reposer parce que la journée avait été épuisante. C'est alors que Fang remarqua quelque chose. Il s'est mis à courir partout en disant qu'il avait disparu. Il n'y avait aucun fantôme dans la ville. Il ne pouvait pas accepter de s'être échappé sans aucune raison. Il pouvait accepter la disparition de l'hôpital, mais pas la disparition de tous les fantômes. Comment pourrait-il se venger de sa chère épouse ? Il s'est retrouvé devant une voiture, disant qu'elle devait mourir de ses mains. C'est pourquoi il devait rentrer chez lui. Mais le conducteur a freiné et il était désormais assis sur le siège passager. Dès que le taxi s'est arrêté, il a couru chez lui désespérément. Il entra chez lui en criant qu'elle ne pouvait pas le laisser comme ça, mais l'endroit semblait normal. Après avoir vérifié toutes les pièces, il est tombé au sol en disant qu'elle l'avait tué 18 fois. Comment pourrait-il vivre sans elle pour le reste de sa vie ? Allongé sur le lit, il se demandait où il allait diriger toute cette haine. Et maintenant, sans aucun sentiment, quel était le sens de la vie ? À ce moment-là, il a reçu un message sur son téléphone, lui disant de vérifier les informations. L'Académie Bailu brûlait. Le psychopathe Feng Xiu a commencé à rire parce que le message disait qu'ils avaient retrouvé son corps mort. Il était excité, pensant qu'apparemment, les choses mystérieuses n'étaient pas terminées. Il voulait juste jouer à cache-cache avec lui. Maintenant, il était sûr de pouvoir revoir sa femme. Soudain, un message sanglant est apparu au téléphone, disant que ce n'était pas parce qu'il ne parlait pas qu'il ne savait pas. Une énergie est sortie du téléphone et a créé un œil qui disait l'avoir vu et lui ordonnait de le suivre. Maintenant, Feng Xiu a calmement saisi l'œil et lui a dit d'arrêter de posséder le téléphone parce qu'il n'en avait qu'un. Avec cela, l'illusion s'est dissipée. Mais il était curieux de voir quel était le prochain mystère. Maintenant, devant l'académie complètement détruite, il sentit les restes brûlés et trouva cela très réaliste. Soudain, il vit Fifi debout là. Il était sur le point de monter les escaliers quand Hao est apparu et lui a demandé s'il était forcé de travailler. Il a dit qu'il avait beaucoup aimé et a demandé où était le patron de Hai. Lorsqu'il a trouvé le patron, il a été réprimandé. On lui a demandé pourquoi il n'avait pas répondu au message dans le groupe. Fang Xiu a ignoré cela et a demandé quand il recevrait ses commissions. Da Hai a déclaré qu'il avait eu le culot d'arriver en retard et de parler de commission. Tandis que Fang Xiu se plaignait, disant que même mort, Da Hai était dégoûtant.
Mais soudain, Fang Xiu l'acheva avec l'arme du docteur fantôme. Le patron gémit et tomba au sol. Feng Xiu a souri, disant qu'apparemment Naomi n'était plus en vie. Tout le monde au travail se levait et le regardait. Feng Xiu s'est dirigé vers Hao, lui a tapoté l'épaule et lui a demandé ce qui s'était passé. Soudain, le corps de Hao s'est gonflé et transformé. Feng Xiu s'est rendu compte que les corps de chacun étaient maudits et a commencé à les achever. Quand il aura fini, il demande à celui qui a fait ça s'il s'est assez amusé. Mais il réalise que ce n'est qu'un rêve.